Asseyez-vous. Pas de Oui. soucis, je laisse l'espace. Merci. Toute l'actualité proche de chez vous avec Solène Ledorz. Nous commençons ce flash par une belle initiative, celle de l'association Coopoise. Consommer autrement, voilà la mission que s'est donnée cette nouvelle association née sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Elle est en train de créer le premier magasin coopératif du département. Les producteurs sont choisis pour leur mode de fonctionnement bio ou au moins raisonné et si possible leur proximité géographique. Les membres du groupe qui comptent déjà 66 familles commandent leurs produits sur internet via la plateforme Monépi et chaque jeudi à la ferme Cavant de 18h à 20h et viennent les chercher. Une organisation garantie sans charge et fonctionnement uniquement grâce au bénévolat. Il faut d'ailleurs s'engager à donner 2 heures de son temps chaque mois à la structure. Nous en avons parlé la semaine dernière, la rue de Gisors à Pontoise vient d'être complètement fermée à la circulation. Cette décision fait suite à l'apparition de fissures sur la façade de l'immeuble situé au 18. Les conclusions de l'expertise en cours ne seront rendues que le 21 mars. En attendant, les commerçants et les habitants ont bien du mal à s'adapter. Le chiffre d'affaires des petits commerces est en chute libre et une grande déviation a été mise en place pour les trajets en bus. La circulation reste anticipée jusqu'au 21 mars en attendant les résultats de l'expertise. On revient maintenant à Enghien-les-Bains qui fête déjà le printemps à partir de demain. Jusqu'au 31 mars, l'Institut Curie invite le grand public à se mobiliser au profit de la lutte contre le cancer. Et dès demain, notre ville entame l'opération Une jonquille Curie, où les recettes des jonquilles achetées seront entièrement reversées à l'Institut Curie. Tous les fleuristes d'Enghien participent à l'opération et des ventes exceptionnelles auront lieu samedi 17 et 24 mars au cœur de la ville, à côté du manège. Toujours à Enghien-les-Bains, les établissements barrières seront à l'honneur ce soir sur TF1. En effet, les hôtels et le casino ont accueilli pendant 20 jours l'équipe de tournage de la série Joséphine Ange Gardien pour un crossover avec Camping Paradis. La diffusion de ces épisodes est programmée pour ce soir à 20h50 sur TF1. Et je m'adresse à tous les automobilistes pour terminer ce flash. La 19e édition de la Semaine de la courtoisie au volant se déroulera du 17 au 25 mars. Cette nouvelle édition est l'occasion de faire l'effort de mieux respecter les autres usagers de la route et de continuer dans ce sens tout le reste de l'année. Merci Solène. Nous vous retrouverons à 12h15 pour d'autres informations valdoisiennes. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie, présenté par Florence. À demain, 7h. Ça va Christophe? Bonne journée. Merci, à vous aussi. Christophe fait la matinale de 7h à 9h. Salut. Et puis il a décidé de déménager et il est parti à Coulommiers, c'est super. Ouais, c'est beaucoup plus facile pour venir. Donc je sais qu'elle est magnifique. Non, je blague hein, quand je dis que c'est beaucoup plus facile. Hein. Pour Oui, venir, sais. pour lui, c'est beaucoup plus compliqué. On a la foire au fromage à l'est de Paris. Vous habitez où tous? Vous habitez aussi loin? Dans Paris. Et vous? Aix-en-Provence. Ça fait un peu loin. Cool, ça. C'est cool. Il y a pire. Ah ouais. Encore mieux. Moi aussi, j'ai décidé que j'allais déménager dans le sud un de ces jours. Mon siège social est dans le 06. Mais vous êtes tout le temps sur À Paris? Mougins. On a des locaux sur Paris. Oui. Toutes les semaines. Vous faites l'aller-retour toutes les semaines? Donc la semaine, vous vivez à Paris et le week-end, vous rentrez chez C'est vous, ça. en fait, À peu près. si j'ai bien compris. J'ai mon frère qui habite Aix-en-Provence. Ah ouais, moi j'aime bien. Il travaille sur Marseille, il travaille à la CMA, CGM. C'est pas vrai? Pourquoi c'est un de vos clients? Oui. C'est vrai? Oui. Mon nom de jeune fille, c'est Magarien. Donc si vous rencontrez Franck Magarien, c'est mon frère. Mais ça m'étonnerait parce qu'il s'occupe, je crois pas de cette partie-là, il s'en occupe plus. C'est de 9 à 10. On arrête à 57 en fait. presque. 57? Oui, parce qu'il y a un petit peu de pub interne. On est une radio associative, on fait pas, pour l'instant pas de publicité, il n'y a personne pour s'en occuper. Donc. On n'a pas...
ce matin, dans l'émission de Christophe. Ah bah Christophe, voilà, Christophe, vos choix sont super, vivons à vous. On a bien, on a d'excellentes émissions musicales le soir. Ouais. Ah oui, elles sont très bonnes, il y a de tout, c'est super. Enfin, en journée aussi, hein, d'ailleurs, mais... Bon, c'est parti. Allez, c'est à nous, c'est l'intro. Le dossier du jour est monté, c'est bon, Julien? Là, dans votre ordinateur, à l'écran. Ok. On y va. Allons-y. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, comme d'habitude. On est très bavard. Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue au bar de l'économie. Vous connaissez le principe de l'émission. En plus de la FM, suivez-nous maintenant en live vidéo via Facebook. Ça fait déjà presque 4 mois que ça dure. Et si vous voulez témoigner ou nous envoyer une information, contactez-nous au 01 34 12 12 22 ou via notre page Facebook tout simplement. Avez-vous entendu parler de l'échéance du 25 mai 2018 ? Si vous êtes sans profession, sans doute que non. Mais si vous êtes dans la vie active, je suis sûre, et tout le monde s'en inquiète. Aujourd'hui et demain, au Palais des Congrès à Paris, se tient le Salon de la Donnée sous le nom de Big Data Paris 2018. Ce salon est inauguré en ce moment même par Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. 250 professionnels de la donnée sont à votre disposition, car le 25 mai 2018, le RGPD, le Règlement général de la protection des données, entrera en vigueur dans tous les pays membres de l'Union européenne. La France, qui doit se mettre en conformité avec ce nouveau règlement européen, a présenté à l'Assemblée en février dernier le projet de la loi numéro 490 qui complète les dispositions de ce règlement pour la protection des données personnelles. Comment faire pour appliquer sereinement ce règlement de la protection de la donnée, quelle que soit sa taille d'entreprise? Faire attention aux failles de sécurité, c'est ce que vont tenter de vous expliquer nos invités d'aujourd'hui. Et pour cela, j'accueille avec grand plaisir Xavier Leclerc, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président de DPMS, Data Privacy Manager System, et vous avez fondé l'association l'Union des Data Protection Officers. En fait, vous êtes qualifié carrément Bureau Veritas. Vous externalisez la profession de protection des données. Vous la mutualisez si on le souhaite. Vous avez créé un logiciel qui s'appelle Privacil, d'ailleurs vous allez nous en parler tout à l'heure, dédié justement à cette fonction pour pouvoir protéger nos données. À vos côtés, Mourad Chahri, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Prospective Lab, qui fait du conseil auprès des entreprises et beaucoup de formations, plus particulièrement dans les PME et les TPE. Et vous faites aussi de la réalisation de sites internet. Nous écouterons vos conseils en révision de la politique de confidentialité, de la transparence, de la sécurité des traitements, du droit à l'information. Et avec vous, nous allons savoir quelles modifications apporter aux procédures internes des entreprises. Bref, les bonnes pratiques pour toute taille d'entreprise. À côté de vous, et pour compléter, Édouard Camoin, bonjour. Bonjour Florence. Vous représentez Outscale, qui malgré son nom est le fournisseur de cloud français, une société française créée par des Français. Et vous êtes d'ailleurs au salon de la Big Data ce matin, enfin votre équipe en tout cas, puisque vous êtes avec nous. Vous avez été fondé en 2010 avec l'aide de Dassault Systèmes qui vous a racheté en 2017. En 8 ans, vous avez réussi une assise internationale et vous avez reçu le Cisco Excellence Award pour la qualité de votre architecture cloud. Vous venez de publier un rapport sur la transformation digitale des entreprises. Comment les entreprises s'adaptent-elles et quel niveau de maturité sur le marché européen des infrastructures informatiques? Donc, si on est intéressé par ce rapport, il faut vous contacter. Avec vous, nous verrons plus particulièrement ce qu'est un cloud et les failles informatiques encourues dans ce besoin de sécurité des données personnelles. Merci donc à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Vers 9h50, je vous dirai tout du scoop que je voulais vous annoncer vendredi. Le gouvernement va lancer la privatisation d'Aéroports de Paris et d'autres entreprises. Côté musique, la semaine dernière fut un hommage aux femmes, donc cette semaine, nous rendrons hommage aux hommes. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi Claude François, puisque nous atteignons déjà les 40 ans de sa mort. Saviez-vous qu'il a vendu 35 millions de disques de son vivant? Il a fait 1000 concerts, mais il a vendu aussi 32 millions de disques après sa mort. On écoute tout de suite Belle, belle, belle.
Voilà, et après la parole est à vous. Il a presque vendu autant de disques C'est énorme. après qu'avant. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Grosse carte. Est-ce que Johnny en aura bien? Ça remet en perspective la problématique Johnny. Hein? Je dis ça remet en perspective la problématique Johnny. Ah non, Johnny au Hallyday. contraire, c'est pire. Parce que ça veut dire que les enfants sont complètement squeezés, Ouais. Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas. sont même, puisque Ils ont les droits, hein, les deux filles ont les droits. Non, je suis pas sûre, non. Moi je les connaissais, ils sont du sud-est, à peu près mon âge. Les deux fils, enfin, je sais pas s'il y en a d'autres. Les deux filles de Claude François. Ouais, de Claude François. Ah oui, ils ont tous les droits, bien sûr. Ah eux, ils ont tous les droits. Ah oui, non, parce qu'il parlait on de parlait Johnny. de Johnny. Ah oui, non. Ah non, eux, elle a tout enlevé. Elle a bien joué. Elle a bien joué. Enfin, elle a bien joué, je trouve que c'est inadmissible, moi. C'est un peu honteux, ouais. Parce qu'il y a que quand il y a suffisamment. Franchement, il y a suffisamment d'argent avec Johnny, il y a suffisamment d'argent pour Tu déshérites pas les enfants. pour ne pas déshériter les enfants. En théorie, il laisse des dettes. Hein? En théorie, il laisse des dettes. Oui, mais enfin avec la Ça, banque. sur 5 minutes, parce qu'on sait jamais où on est chez vous. Ça fait combien de temps là? On y retourne dans 40 secondes. Oui. Donc on est très en relation, on va donner un mail, on se mettra en relation avec la DSI, etc. On va échanger. Bon, donc là je refais une petite intro de pourquoi on parle de la donnée personnelle, de protéger, je veux dire, les données personnelles. On y va là? C'est bon? Non, dans 20 secondes. 20 secondes. Oh, ça passe trop lentement. On va devoir se représenter. Bon, là, c'est- Non, c'est fini là. Ah oui, d'accord. Non. Bah non, je fais le boulot, vous n'avez pas besoin de le refaire. Allez, on y retourne dans 10 secondes. Parti. Alors pourquoi parle-t-on de protéger les données personnelles? Eh bien le marché de la donnée, le big data comme on dit, devrait atteindre 203 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020 dans le monde, contre 130 milliards de dollars en 2016. En termes de secteur d'activité, qui est touché? Eh bien les institutions, certaines communes, les régions, les banques, la finance, les télécoms, la médecine, les hôpitaux, mais aussi l'immobilier, le juridique et bien sûr les géants du net comme Amazon ou Alibaba. Et puis bien sûr ensuite les PME et les TPME, bien sûr les grandes entreprises, ça va de soi. Nous, les consommateurs, nous utilisons quotidiennement des services gratuits que l'on trouve sur Internet et on est bien content d'ailleurs de les utiliser. Mais en échange, on laisse des traces et on laisse de l'information personnelle sur notre passage. Du coup, sans nous en rendre compte, nous autorisons tous ces sites Internet à utiliser toutes ces données. Sachez que ces sites ou ces géants du web vont monétiser notre comportement en valorisant ces données dans une perspective d'affaires commerciales. L'Europe a donc décidé, avec raison, de protéger le consommateur. Pour cela, il faut responsabiliser les entreprises qui devront se montrer actives dans la protection des données dès le 25 mai 2018. Certaines vont devoir investir pour garantir la fiabilité et la confidentialité des données et surtout gérer le niveau de sécurité personnelle pour en garantir les risques. Cela requiert la participation de l'ensemble des salariés d'une entreprise. Et selon une étude CNIL, plus de 72% des personnes interrogées en France estiment que les algorithmes sont un véritable enjeu de société en raison de l'accumulation d'informations sur les choix, les goûts et les comportements de chacun. Donc, il faut nous protéger. Alors, Xavier Leclerc, vous dites la première chose est de se doter d'un registre des traitements. Alors, c'est quoi ce mot barbare? Déjà, le mot réglementation de la protection générale des données, ça fait peur à tout le monde. Mais en plus, on parle de se doter d'un registre des traitements comme en comptabilité. Expliquez-nous ce que c'est et pourquoi et comment on fait. Alors, avant le règlement européen, nous avions une loi depuis le 6 janvier 1978, donc tout à fait récente, comme vous le voyez, Florence, qui imposait aux entreprises de déclarer tout traitement et manipulation de données à caractère personnel. Ces formalités déclaratives avec ce nouveau règlement vont disparaître, pour la plupart, pratiquement en totalité. Et donc chaque entreprise, au lieu de déclarer leur fameux traitement à la Commission nationale informatique et liberté, devra tenir en interne un registre décrivant et descriptif de
leur traitement de données à caractère personnel, que ça soit la gestion du personnel justement, que ça soit la gestion des contrôles d'accès, mais aussi la gestion des clients et prospects, la paye, enfin toute manipulation de données personnelles devra être décrite dans ce fameux registre. Mais concrètement, ça se passe comment ? Alors nous proposons un outil, Privacil, entre autres, permet justement, avec des référentiels déjà inclus dans l'outil pour accompagner les TPE et les PME, voire d'autres entreprises qui n'ont pas l'habitude de tenir ce registre. Alors registre qui existait déjà. On a un petit peu de chance en France puisque nous avions l'ancêtre du DPO, du Data Protection Officer, qui s'appelle le correspondant informatique et liberté. Lui permettait déjà aux entreprises de tenir un registre des traitements qui, lorsqu'ils avaient désigné un correspondant, était exempté des formalités déclaratives. Ce registre par traitement va décrire quelle catégorie de données vous manipulez, quels en sont les destinataires, quelles sont les mesures de sécurité que vous mettez en place pour assurer la confidentialité des données que vous avez collectées, quelles sont les durées de conservation. Donc voilà, tout cela est décrit dans une fiche et cette fiche sera, à partir du 25 mai, accessible à l'autorité de contrôle, aux autorités de contrôle, si je peux le dire ainsi, pour s'assurer de l'accountability, comme il est décrit dans le règlement, c'est-à-dire la responsabilisation de l'entreprise. Alors quand quelqu'un contacte une entreprise via son site internet, on doit noter ceci aussi dans le registre ou pas ? Alors non, ce qu'on doit noter dans le registre, c'est la manipulation des données. Donc le site internet, ça va être un outil de gestion client ou de prospect. En revanche, sur le site internet, il y a des obligations qui doivent être mises en place pour obtenir le consentement des personnes pour pouvoir leur adresser de la prospection commerciale. Vous devez aussi les informer, c'est le droit à l'information qui est un droit fondamental de cette législation, mais comme je l'ai dit, qui existait déjà avant le règlement. Ce droit à l'information, vous devez expliquer aux gens pourquoi vous collectez leurs données, qu'est-ce que vous allez en faire, et leur dire également qu'ils ont un droit d'accès, de rectification aux données que vous manipulez. Alors Mourad Chaharibou, vous dites que les TPE-PME n'ont pas forcément un responsable, une personne nommée, et que c'est la première étape qu'il faut peut-être mettre en place. C'est exact. Ce fameux RGPD, d'abord j'apporte une précision. Florence, vous l'avez expliqué, cet acronyme RGPD, Règlement général sur la protection des données. Il faudrait ajouter Règlement général sur la protection des données des personnes physiques. Donc à partir du moment où vous gérez dans votre entreprise des informations concernant les personnes physiques, vous êtes tenu à respecter un certain nombre de règles, et notamment la tenue du registre. Ma première recommandation quand je conseille ou que je forme les entreprises, les TPE, c'est également de nommer ce qu'on appelle un DPO. Alors DPO, c'est un acronyme anglais, Data Protection Officer, en français, délégué à la protection des données. Moi, je pense que c'est une démarche aujourd'hui, même pour une TPE ou une PME, primordiale, de nommer un référent, en quelque sorte, dans l'entreprise, qui va lui essayer de comprendre quels sont les tenants et aboutissants de ce RGPD, qui est un texte complexe. Il faut l'interpréter, il faut l'appliquer. Voilà. Donc, effectivement, pour une TPE, c'est une démarche primordiale, voilà, Florence, de nommer Xavier Leclerc. Oui, je vais juste réagir. J'abonde dans les propos de Mourad. J'ajouterai juste une petite précision. Vous avez dit DPO nommé en interne. Oui. Je préciserai que pour les TPE, il y a la possibilité d'externaliser ce référent ou cet expert, voilà, et voire de le mutualiser pour mutualiser les coûts et l'expertise. Alors, comment on fait dans ces cas-là si une entreprise veut... Elle peut faire appel à des PMS qui externalisent ce type de métier, mais également une entreprise en général appartient à une fédération, qu'elle soit régionale, nationale, et cette fédération peut, nous le faisons avec des bailleurs sociaux, nous le faisons avec le Conseil national des barreaux, nous avons pu le faire avec le notariat. Donc cette fédération, cet organisme tutelle peut mandater un DPO, un délégué externe qu'il met à disposition des entreprises et ensuite qui va lui-même mettre en musique cette culture d'entreprise, cette nouvelle culture d'entreprise.
Édouard Camoin, vous voulez réagir? Oui, j'ajouterais même en fait qu'avant, il était souvent nommé en titre de cible le RSSI dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez expliquer RSSI? Le RSSI, qui est le responsable de la sécurité des systèmes d'information, on choisissait cette personne-là parce que c'était la personne qui avait le plus de compétences sécurité et puis qui, en général, avait une petite connaissance juridique. Quand on prend ce nouveau règlement, on se rend compte que la dimension va au-delà de ça, beaucoup plus loin que ça, et que c'est une personne qui va avoir un manque de compétences quand on prend le RSSI. Et ça devient compliqué dans des grosses entreprises, mais même peut-être dans des petites entreprises d'ailleurs, de ne prendre qu'un seul homme. Et l'idéal, en général, c'est d'avoir quelqu'un qui ait plusieurs casquettes, cette casquette juridique qui est quand même très très poussée, et cette casquette sécurité aussi très poussée. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à voir un seul homme pouvoir remplir cette mission-là. D'accord, donc à la limite, vous dites tous les deux, peut-être même tous les trois, qu'il vaut mieux externaliser finalement cette fonction, parce que ça ne nécessite pas d'y travailler tous les jours, je suppose. Si? Pour les grandes entreprises, c'est un métier à temps plein. Là, oui, le DPO. En revanche, je rebondis, et là aussi, je ne peux qu'être d'accord. Xavier Leclerc. Le RSSI doit travailler en binôme avec le DPO, qu'il soit interne ou externe. C'est très important parce qu'au-delà de la tenue du registre, il va y avoir notamment 2 nouvelles obligations dans le cadre du règlement, qui sont les notifications de failles de sécurité vis-à-vis de l'autorité de contrôle. Et le DPO n'est pas un technicien, ou l'a été, mais en tout cas, c'est pas son métier. Il doit superviser la conformité. Et l'autre obligation, les études d'impact. Ce qu'on appelle, ce sont des analyses de risque, études d'impact sur la vie privée, ou PIA en anglais, ça le fait, Privacy Impact Assessment. Et là encore, dans ces études d'impact, il y a une partie analyse du risque qui est du métier du RSSI. Donc le complément est très très important. D'accord, donc 2 compléments, on a bien compris, juridique et informatique. Mourad Chahri. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce DPO, ce profil de DPO. Faut savoir que c'est un profil aujourd'hui, face à l'échéance qui arrive là dans une 60aine de jours, c'est un profil très recherché. Ça intéressera certainement d'ailleurs beaucoup de vos auditeurs. J'ai consulté récemment une étude faite par Cadre Emploi, je crois. Il faut savoir que dans l'année qui vient, enfin de courant 2018, le besoin est de 80 000 DPO. DPO, correspondant, ce qu'il faisait mon fils de correspondant informatique et liberté. Salaire moyen, pour des bons experts, 75 000 euros. Ah oui, donc c'était voilà, une bonne perspective d'offre. Voilà. Encore maintenant, quel est le profil qu'il faut avoir? Faut-il être juriste? Faut-il être informaticien? Vous avez commencé à évoquer, monsieur. Le profil, si je peux, Mourad, c'est... moi, je n'étais ni informaticien ni juriste. Et j'y arrive pas trop mal depuis 18 ans. Donc, il suffit d'y croire, parce que c'est une loi, c'est pas forcément... c'est un peu rébarbatif. Donc, c'est surtout y croire, être un grand communicant. Un fin politique pour le DPO, parce que ce n'est pas évident à pousser cette législation qui malheureusement est un peu une découverte pour tout le monde, même si elle existe depuis 40 ans. Donc pas vraiment de profil. Mais c'est pour ça que nous, à DPMS, nous avons, avec l'Union des DPO, on a mis en place un partenariat avec Bureau Veritas, et Anaxil, notre filiale formation est qualifiée, comme l'a dit Florence tout à l'heure, pour former et préparer à l'examen de certification. Ça va être très très important parce que il va falloir aussi distinguer le bon grain de l'ivraie. Donc oui, c'est un métier, mais tout le monde se jette dessus. Donc vous avez de nouveaux experts RGPD qui poussent comme des champignons à tous les coins de rue. Et moi, je veux aussi protéger ces TPE et ces PME pour savoir si ce sont de véritables experts qu'ils ont en face d'eux. Donc voilà, former des DPO, mais former aussi des référents RGPD, c'est-à-dire des gens qui vont aider le DPO au sein des projets d'entreprise, dans certaines filiales, etc. Voilà. Donc effectivement, vous avez raison d'insister sur ce point. Trouver la bonne personne, c'est important. Alors, le deuxième enjeu de ce règlement, c'est définir le périmètre des données sensibles. Comment fait-on? Alors, qui répond? Il y a un grand blanc. Les données sensibles, au sens de cette réglementation, vous en avez, ce sont tout ce qu'on appelle les données discriminantes. Donc données de santé, données à caractère racial, les opinions politiques, philosophiques,
religieuses, données sur les infractions et condamnations. Donc voilà, ces groupes de données dont on sait pertinemment qu'elles ne sont pas à manipuler, elles sont interdites. Hein. C'est d'ailleurs un des rares points qui est interdit dans cette législation parce que tout le reste est possible à partir du moment où on suit le fil rouge de j'informe pourquoi je collecte, je les garde pas trop longtemps, je tiens un registre, etc. Je mets en place la sécurité, bien sûr. Je ne choisis pas un cloud n'importe où et si possible en Europe. Oui, parce que ce qui inquiète beaucoup les communes notamment et certains chefs d'entreprise, c'est que les serveurs de données soient à l'étranger et non pas en France. C'est justement pour ça qu'on a des services qui sont proposés en France. Nous utilisons bien évidemment pour notre outil Privacil qui est sur des serveurs qui est utilisé en mode SaaS, ce qu'on appelle Service as Software as a Service, pardon. Le logiciel est un service, ça veut dire. Est un service exactement. Donc sur le cloud, disponible 24 heures sur 24, mais bien évidemment avec un choix de serveur en France. Alors, autre règle peut-être aussi, assurer le respect des droits, c'est-à-dire que si quelqu'un dit non, je ne veux plus, il faut respecter ce non, c'est bien ça? C'est comme ça qu'on fait? Alors c'est un élément très important de cette nouvelle loi RGPD, ce qu'on appelle le consentement. Prenons un exemple. Aujourd'hui, vous vous inscrivez sur un site internet pour louer une chambre d'hôtel, louer une voiture. On va vous demander un certain nombre d'informations et on vous dit vous allez recevoir une newsletter, par exemple. Et vous êtes spammé, entre guillemets, spammé, ça veut dire recevoir un certain nombre, vous êtes envahi de mails non désirés. Donc, si vous voulez, sur votre site internet, quand vous vous inscriviez, la case « Envoyer une newsletter » était cochée par défaut. Ce qu'apporte la nouvelle réglementation, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on doit exploiter vos données personnelles, vous envoyer de l'information, vous devez apporter votre consentement libre et express. Voilà. Donc, c'est à vous de cocher la case « Je veux être informé ». C'est important. Édouard, hein. Oui, j'ajouterais même qu'en plus de ce consentement, on n'en a pas parlé, mais on parle aussi de la finalité du traitement. L'utilisateur doit être informé de la finalité, pourquoi on collecte des données, et on ne peut pas collecter des données juste pour le plaisir de collecter des données. Donc si par exemple on va dans un hôtel, puisque vous avez pris cet exemple, et qu'il nous pose des questions, si on n'a pas envie de répondre, on peut dire non, je ne réponds pas. C'est ça qu'on peut dire. Alors, oui. En tout état de cause, vous avez un droit d'opposition, comme vient de l'expliquer Mourad, sur le démarchage commercial. En revanche, comme vous allez contractualiser quelque part avec l'hôtel pour louer une chambre, vous ne pouvez pas refuser qu'il collecte votre nom, votre prénom. En revanche, vous pouvez refuser qu'ils abusent en utilisant ensuite cette information après votre départ. Donc vous pouvez leur imposer de détruire cette information. Alors il y a des règles à respecter qu'on appelle des durées de prescription légale, un certain nombre de mois, voire un an ou deux, mais ils ne doivent pas pouvoir vous contacter si vous ne le souhaitez pas. Un nouveau droit qui est amené par le règlement qui s'appelle le droit à la portabilité. Donc ça c'est déjà en place dans la téléphonie. Ouais, vous portez votre numéro de téléphone d'un opérateur à l'autre sans jamais le perdre. C'est possible dans le milieu bancaire. Au lieu d'avoir à faire les démarches, c'est votre banque qui va envoyer vos données de débit, crédit, etc. À votre nouvelle banque. Mourad ? Oui, Florence, par rapport à l'exemple que vous venez de citer, vous arrivez dans à l'accueil de votre hôtel, on vous pose un certain nombre de questions. Il y a un nouveau principe dans le RGPD qui est le principe de pertinence. C'est très important, c'est-à-dire on ne peut pas vous demander beaucoup d'informations ou des informations qui ne sont pas pertinentes avec l'exploitation d'un hôtel. Donc, votre date de naissance, on peut se poser la question, est-ce qu'un hôtelier est intéressé par votre date de naissance? Vous n'êtes pas obligé de l'indiquer. Voilà. Et ce principe de pertinence, aujourd'hui, est très important dans cette nouvelle loi. Il y avait aussi un élément sur lequel je voudrais qu'on insiste, cette nouvelle loi européenne. Il faut bien comprendre que le RGPD, c'est une réglementation européenne. Voilà, ça change beaucoup de choses. J'allais vous poser la question, parce que, par exemple, quand on parle des géants du net qui sont étrangers, comment on va faire pour se sécuriser par rapport à eux? Imaginons,
Facebook, hier, j'ai mis mon numéro de téléphone dans rechercher sur Facebook, j'ai mis tout simplement mon numéro de téléphone et pouf, mon nom est tout de suite arrivé. Donc en fait, je peux retrouver n'importe qui comme ça. Alors, le règlement européen, nous avions déjà une réglementation depuis 1995 qui a été transposée en France en 2004 d'une directive européenne. En revanche, le règlement apporte une vraie nouveauté. Avant, pour être concerné par le règlement, il fallait que votre structure soit sur le territoire européen ou les moyens des serveurs mis en place sur le territoire européen. Ce règlement, et ça c'est très très nouveau, toutes les entreprises, qu'elles soient basées aux États-Unis, au Canada, en Asie ou ailleurs, à partir du moment où elles manipulent des données sur des résidents européens, elles vont être concernées. Facebook, qui se cachait derrière sa loi californienne et contre lequel nous ne pouvions rien faire, eh bien ce règlement va s'appliquer à Facebook. Et les sanctions ne sont pas, ne vont pas les faire sourire très longtemps, puisqu'on parle de 4% du chiffre d'affaires global monde. Oui, c'est énorme. Parce que je vois aussi que certains sites asiatiques, pour ne pas les nommer, ils n'ont même pas de mode de règlement. De site internet. Il y a même pas vous pouvez même pas aller voir mention légale. Pour eux, ça n'existe pas. Donc avec eux, je ne sais pas comment on va faire pour se protéger. En revanche, pour arriver là où je ne peux pas vous répondre, mais ça dépendra des autorités de contrôle, comment imposer et comment sanctionner des entreprises aux États-Unis ou en Asie, ça va être une autre paire de manches, c'est le cas de le dire. Avec votre permission, ce que je crois avoir compris par rapport au RGPD, c'est que quand on a des entreprises, par exemple, une cité asiatique, à partir du moment où elles traitent des données de citoyens européens, elles sont tenues d'avoir un correspondant, une entité présente en Europe, qui va répondre légalement devant le législateur européen. Donc présent en Europe. Voilà, donc voilà. Édouard. Alors en fait, le vrai problème, ça va se poser de l'applicabilité parce que on est en train de légiférer dans un cadre européen, mais malheureusement aujourd'hui, les États-Unis ou même les sites asiatiques ne se sentent pas concernés. Et il y a plein de sites d'applications de services que vous allez pouvoir retrouver aux États-Unis qui n'ont même pas conscience qu'il y a un règlement qui a été créé pour protéger les données des citoyens européens. Donc là, finalement, Edouard, vous posez la question de qui va contrôler. Est-ce qu'on a les moyens de contrôler ce qu'on veut appliquer? Donc encore une fois, on va laver plus blanc que blanc, c'est bien ça? On a des autorités de contrôle, donc 28 autorités de contrôle, on va compter nos amis anglais encore, qui vont adopter le règlement quoi qu'il advienne. Donc oui, on a des moyens, mais seront-ils suffisants pour les appliquer en Europe? Oui. Donc, d'ailleurs, il va falloir faire des exemples, à mon sens, pour pouvoir, avant d'attaquer des entreprises américaines ou asiatiques, il va falloir quand même montrer qu'on est plus blanc que blanc. C'est comme vous l'avez dit, Florence. Je pense même qu'il y a déjà des entreprises qui sont déjà ciblées et que dès la promulgation du RGPD, enfin dès le 25 mai, des grandes entreprises vont avoir des surprises dès le lendemain. Vous pensez que l'État serait capable de sanctionner tout de suite? Je pense au moins d'informer, enfin de faire un exemple, pas forcément en appliquant toutes les choses, mais au moins en Je pense qu'il va y avoir toute une phase d'information mise en place. Malheureusement, non. Parce que nous avions déjà 2 ans. Vous savez, alors le règlement, tout le monde parle du 25 mai, mais enfin, le 25 mai, c'est son applicabilité à ce règlement. En fait, ce règlement a été voté en 2016. Et nous avions 2 ans, enfin les entreprises avaient 2 ans pour se mettre en conformité. Et on en parle tous les jours. Donc c'est vraiment une date butoir. La CNIL a répété, alors évidemment elle ne va pas se jeter sur les entreprises pour tout ce qui est nouveau. Mais comme je vous l'ai dit, certains principes fondamentaux, les droits des personnes, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la sécurité des traitements, ce sont des principes qui existent depuis 40 ans. Là, il n'y aura plus aucune excuse. Merci beaucoup à vous 3. On va tout de suite faire une petite pause musicale, une nouvelle pause avec Claude François. Je vous propose, on est lundi, le lundi au soleil. C'était pas trop technique, ça va? Ah non, c'était super, bravo. Non, c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que au moins c'est bien concret. Parce qu'on comprend rien, donc c'est très compliqué en fait votre truc. Ça a l'air super administratif. Sincèrement, c'est super compliqué. Ah oui, alors imaginez les TPE, les PME. Mais c'est super compliqué parce que on en parle aujourd'hui parce que ça va coûter très cher. Mais ça existe, encore une fois, 6 janvier 78, quoi. Allô? Alors, on va pas pas citer un exemple, mais oui. par rapport
Darty, il a eu des Ah oui, il parle très fort, alors ça va. Non, non, mais c'est bon. Les gens voient, non? Si, vous envoyez, c'est super bien. Mais Julien, il a toujours peur, c'est pas grave. Non, j'ai pas Il a peur, mais peur, le truc, c'est que par moment, Quand c'est une Ça tourne femme, la tête, donc ça peut, on peut perdre un peu de... L'aspect Ouais, des sanctions c'est est intéressant aussi. comme vous parlez fort, on Darty perd pas. a plus d'un an de 100 000 euros récemment. Ah bon? Ah bah, il faut parler de Darty. Si, si, Comme si, j'ai si, l'habitude si. de parler, Si, si. regardez Il les faut le gens. citer. C'était récent, c'était le cas où il y a eu Google qui avait été condamné. Je ne sais même pas si on avait payé l'amende sur Ils sont en train de traiter. Alors, ce que j'aimerais bien qu'on reparle aussi, on va parler des sanctions, d'accord? Et puis, attendez, non, attendez. Et puis qu'on parle de la durée de la formation. Si on veut devenir Oui. DPO, combien de temps de formation, hein? Ouais. On y va. Voilà, c'était donc, vous avez reconnu Claude François sur IDFM. On retourne tout de suite avec nos invités pour parler du RGPD parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. En tout cas, on parlait des sanctions. Donc, logiquement, vous venez de nous dire juste avant la pause musicale que c'est un règlement qu'on aurait dû appliquer depuis 2 ans, mais en fait, personne presque le fait parce que personne n'y comprend rien, je pense. Et donc, les sanctions peuvent s'appliquer. D'ailleurs, vous avez un exemple, Mourad. Oui, mais comme l'a rappelé Xavier, déjà en France, on était plutôt en avance par rapport à la loi, par rapport à la réglementation des données personnelles. On avait la loi informatique et liberté. Et on a un organisme qui s'appelle la CNIL, qui est l'organisme de contrôle, l'organisme étatique, qui est là pour veiller au respect de cette réglementation ancienne loi informatique et liberté. Et donc il y a un exemple, oui, récemment, un distributeur connu, pour ne pas le nommer Darty, a eu, comment dirais-je, a mal utilisé des données personnelles, a mal sécurisé des fichiers de données personnelles, de fichiers clients. Ils ont pris une amende de 100 000 euros. Hein. C'est dans la presse. Hein. Donc, ça peut être énorme, la Alors, sanction. C'était pas suffisant. Aujourd'hui, avec le RGPD, ça va être encore plus énorme, si je puis dire, parce que l'État français, pour parler de la France, va devoir s'attaquer aux GAFA, hein, les Google, les Amazon, qui eux, on ne sait pas trop ce qu'ils font exactement de nos données. Et là, les sanctions vont être beaucoup plus coercitives, si je puis dire. Xavier l'a rappelé, c'est 4% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire que la France, en cas de défaut de respect de la réglementation européenne, ils seront attaquables, hein, avec des sanctions très dissuasives, on l'espère. Édouard Camoin. Et alors, c'est 4% du chiffre d'affaires, mais il me semble aussi avoir lu que c'était plafonné à 20 millions d'euros à la fin. Ah, c'est déjà une somme, 20 millions d'euros quand C'est même. l'un ou l'autre, la plus grande des deux sommes étant retenue. C'est ça. Voilà. Donc c'est dit. Alors il y a des chansons un peu plus faibles, ça sera seulement 2% ou 10 millions d'euros, ou 4% et 20 millions d'euros. Mais ça peut aller jusqu'à beaucoup plus que 20 millions, puisque c'est la plus grande des sommes. Alors c'est bien sûr une barrière maximale. On ne va pas les sanctionner à 4% automatiquement, mais ça fait peur. J'ai compris aussi que c'était pour les entités, une association par exemple, qui n'a pas de chiffre d'affaires, donc on ne peut pas la taxer sur un chiffre d'affaires, donc à ce moment-là, on va prendre des amendes en somme brute, si je puis dire. Donc là, ça peut aller... Oui, et puis vous avez aussi des sanctions administratives où la CNIL peut tout à fait interdire votre traitement, peut donc le bloquer et vous fermer votre boîte si vous avez qu'un traitement et que celui-ci est bloqué par la Carrément, CNIL. donc on peut risquer la fermeture d'un service ou d'une entreprise. Oui, bien sûr. C'est En plus des amendes. En plus des amendes, c'est des sanctions administratives. D'ailleurs, dans le secteur public, que l'on ne peut pas sanctionner de façon financière, les sanctions administratives sont réelles, mais surtout et avant tout, encore une fois, moi je parle de moins en moins de sanctions, parce que oui, il y a la sanction, mais il faudrait que dans ce pays, on puisse avancer et moi je prône un discours, alors ça va vous faire bizarre, mais c'est privacy is good for business ou privacy is business. En fait, il faudrait comprendre, pas que le moteur soit la sanction, mais que le moteur de nos activités soit le progrès. Respecter les droits des personnes, respecter la transparence, l'information, eh bien, c'est respecter son client, c'est respecter son salarié, et ça fait avancer le business, croyez-moi. Il y a de nombreuses entreprises qui en ont fait un business, et ça fonctionne. Regardez le moteur de recherche, Quant. C'est une belle success story, je leur souhaite moi beaucoup d'avenir. Française, c'est un moteur de recherche qui respecte les droits des personnes, ils en font leur leitmotiv. Eh bien, c'est un magnifique exemple de Privacy is good for business. Merci Xavier Leclerc. Alors Édouard Camoin, on va utiliser de plus en plus les données, justement les données personnelles, hein, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors le cloud, expliquez-nous ce que c'est un cloud.
Alors un cloud, c'est quoi? C'est finalement quelque part c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce qu'on met, c'est l'illustration qu'on voit globalement sur Internet. Vous avez plusieurs niveaux de cloud. Les gens en général pensent au stockage et je vais stocker de la donnée chez mon cloud provider. Et ça va bien au-delà de ça. On ne fait pas que du stockage. Vous avez aussi l'utilisation de ressources de calcul, donc des machines virtuelles qui vont pouvoir être utilisées par des clients. Ça va être l'utilisation du réseau, la mise en place de réseaux à disposition des clients dans un mode de consommation qui est complètement à la demande. Avant, en fait, les entreprises avaient tendance à héberger chez des infogérants qui avaient des data centers et qui payaient donc des factures au mois où elles allaient dépenser de l'argent au mois et quelle que soit la consommation qu'ils pouvaient avoir. Donc ça se fait déjà depuis longtemps. Et ça se fait déjà depuis longtemps, sauf que... Ça n'est pas une mode, c'est ça que vous voulez dire. Ce n'est pas une mode, c'est juste qu'on a simplifié beaucoup le modèle de consommation et l'élasticité, comme on dit, des ressources. Avant, vous achetiez donc votre baie en data center avec un coût fixe et vous ne pouviez pas trop faire évoluer cette utilisation. Vous payez un prix fixe qui est souvent plus gros que ce dont vous avez besoin pour être sûr de pouvoir absorber la charge. Dans le cloud, vous êtes dans une ressource que vous allez consommer à la demande, donc vous allez pouvoir dire j'ai besoin de tant de machines virtuelles pendant, je ne sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 1 mois, on s'en moque, ça n'a pas d'importance. Vous êtes dans un modèle où vraiment vous avez beaucoup moins de relations établies dans le temps. Vous êtes pas engagé. Donc vous allez pouvoir consommer et vous allez pouvoir dire je vais pouvoir adapter mes coûts. Donc en réalité, vous n'avez pas changé grand-chose dans l'absolu, vous avez toujours utilisé des data centers de quelqu'un, vous avez toujours hébergé des choses à l'extérieur. C'est juste que vous avez fondamentalement changé votre modèle d'utilisation. Le vrai problème que vous allez avoir, ça va être sur la souveraineté de la donnée en fait. Puisqu'aujourd'hui, les grands géants du cloud, comme vous pouvez connaître, ça va être Google, ça va être Amazon, ça va être Alibaba. Eux, ce sont des sociétés qui sont de droit américaine et sur lesquelles... Ou asiatiques. Ou asiatiques, pour Alibaba en l'occurrence, oui. Où la protection des données personnelles, c'est moins un problème aux États-Unis. Les États-Unis font à peu près ce qu'ils veulent, ça ne les dérange pas typiquement de traiter une donnée raciale. Ça, c'est pas un problème pour eux. Faire du business sur le fait que vous êtes noir, c'est pas un problème du tout. Alors qu'en France, c'est un vrai problème. Et vous allez pouvoir exporter des données, eux, ils vont pouvoir échanger, etc. Nous, en France, on a une réglementation qui est beaucoup plus ferme sur ce sujet-là. Puis vous avez d'autres lois en plus qui vont apparaître, comme le Patriot Act, où le gouvernement va pouvoir aller regarder globalement ce qui se passe dans les machines des clients et aller sans que le client soit informé. C'est ça qui est important. Vous avez à peu près des choses similaires en France, mais vous n'avez pas ce cadre de protection. L'important dans tout ça, c'est donc la souveraineté de la donnée du cloud provider que vous allez choisir. Et c'est pour ça que des sociétés comme Awusken, mais comme d'autres sociétés comme OVH ou autres, sont là aussi pour assurer ça, parce que ce sont des sociétés de droit françaises. Et quand vous êtes une entreprise française qui va avoir des traitements de données personnelles sur des citoyens européens, c'est compliqué de pouvoir les sortir de France parce que globalement, vous ne savez pas ce que va faire le fournisseur américain qui, lui, globalement, le règlement général de protection des données, c'est pas vraiment son problème. Xavier Leclerc. Oui, juste une toute petite précision. Donc on parle de France, mais l'Europe est considérée comme un marché protecteur avec cette directive qui maintenant va devenir qui est devenue un règlement européen. Donc si vous vouliez, quand bien même vous voudriez aller et exporter vers les États-Unis vos données ou sur un cloud américain, vous devez de réaliser un certain nombre de formalités avant de vous exposer à une sanction. Donc il faut être très très vigilant, sanctions dont on vient de parler, des 4%, 2%, etc. Voilà. Donc ces formalités, c'est ce qu'on appelle des clauses de contractuels type qui ont été édictées par l'Union européenne, ou pour des grands groupes, ce qu'on appelle des binding corporate rules, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des règles contraignantes d'entreprise. En tout état de cause, il va falloir contractualiser sur ce flux de données et présenter patte blanche à l'autorité de contrôle pour qu'elle vous autorise, ou en tout cas que l'Union européenne vous autorise à faire ce flux. Alors, Édouard Camoin, quelle faille de sécurité avez-vous pu noter, en fait ? Alors, aujourd'hui, vous avez deux grandes failles qui sont sorties, qui sont un peu la star du moment, qui sont Spectre et Meldon, qui sont des failles qui sont liées aux microprocesseurs qui sont développés par la société Intel. Alors, en réalité, la société AMD, qui fournit aussi des microprocesseurs, est impactée en partie. C'est juste qu'aujourd'hui, leur manière de fabriquer fait qu'ils n'ont pas tous les impacts que peut avoir Intel. Intel est impacté à 100%. Donc c'est des vulnérabilités, alors, pour le coup, qui sont gênantes pour justement la protection des données, puisque globalement, chez un cloud provider, vous allez mutualiser toutes les ressources de tous vos clients.
Ce qui veut dire que le matériel physique est partagé par 3, 4, 5, N clients qui vont utiliser le matériel. La vulnérabilité en question permet à quelqu'un qui aurait utilisé une ressource virtuelle chez le cloud provider de lire la mémoire de la machine physique qui va en dessous, qui donc elle porte toutes les machines virtuelles de tous les clients, et d'aller lire à n'importe quel endroit de cette mémoire. Et donc potentiellement d'aller lire de la donnée qui appartient à un autre client. C'est une faille qui a fait beaucoup de bruit parce qu'en l'occurrence elle est vraiment très gênante. Alors elle a fait beaucoup de bruit, mais pas forcément toujours pour les bonnes raisons, puisque on a dit bah oui les particuliers sont impactés, etc. Non, les particuliers ils sont impactés, mais globalement si vous ne exposez pas votre machine sur internet en ouvrant l'accès à tout le monde, vous n'aurez pas d'impact réel. Alors, comment il faut faire pour le particulier pour fermer sa machine à tout le monde? Alors, le particulier, par défaut, s'il n'a pas changé tous les paramètres qu'il a chez lui, a une machine qui est fermée. Ah, donc, par défaut, on achète des ordinateurs qui sont fermés quand on se connecte. Par défaut, ils sont fermés, et surtout quand vous achetez une connexion Internet chez votre fournisseur d'accès Internet, vous n'êtes pas exposé publiquement sur Internet. D'accord, donc il ne faut pas changer ces paramètres, en fait, vaut mieux éviter. En tout cas, pas sans savoir ce qu'on fait. Voilà. Donc là, les deux failles en question, donc Meldon et Spectre, dont on a entendu parler en fin d'année 2017, vous vous dites c'est surtout les grandes entreprises. Ce qui est embêtant, c'est ou plus pour les cloud providers, tous ceux qui vont mutualiser de l'informatique à destination de plusieurs entreprises. Cloud providers, infogérants, tous ces types d'entreprises-là. Alors, il y a un sujet sur lequel, quand même sur les failles, est-ce que vous pensez que ça va être résolu par Intel et AMD? Alors, c'est déjà en cours de résolution. Il y a déjà un certain nombre de solutions techniques qui sont sorties et qui, aujourd'hui, marchent, mais il faut être clair que la sécurité, elle évolue tout le temps dans le temps. De nouvelles failles seront trouvées. Et en fait, les gens se jettent sur Spectre et Meldon. C'est pas la première fois que ça arrive. Des vulnérabilités bien plus graves ont eu lieu dans le passé. On s'en est toujours sorti, on a toujours réussi à faire le nécessaire. Et c'est à ça que sert la recherche en sécurité informatique, c'est globalement à trouver les vulnérabilités et les corriger. Le vrai problème, c'est de savoir depuis combien de temps elles sont utilisées potentiellement par d'autres. Et donc c'est ça que les hackers utilisent, j'imagine. Ce sont toutes ces petites failles de nos ordinateurs. C'est ça, c'est des vulnérabilités qui souvent sont revendues au marché noir. Et ça, c'est très difficile de savoir si elles ont été exploitées ou non. On n'a pas de preuve directe que Spectre et Meldon aient été réellement exploitées. Mais dans la réalité, on n'a aucun moyen de le savoir. Mourad Chari, vous voulez réagir? Je voulais juste mettre en perspective de ce que venait de dire Edouard par rapport au cloud et le RGPD. Dans les dispositions du RGPD, il y a une nouvelle notion qui est la notion de responsabilité du sous-traitant. Aujourd'hui, donc, Edouard, c'est une question que je vous pose. Moi, je suis PME, donc je vais utiliser des logiciels en mode SaaS, c'est-à-dire que je n'ai pas d'informatique chez moi, parce que les responsables de PME nous posent souvent la question qu'est-ce que c'est que le cloud? Le cloud, c'est que j'ai quasiment pas d'informatique chez moi. Donc on a juste un écran et des câbles. Et une liaison Internet. Voilà. Et tous mes logiciels de comptabilité, de paye, les logiciels de gestion de l'entreprise sont chez un prestataire, donc un partenaire, mais qui est tenu par des responsabilités. Et donc lui, par rapport au RGPD, il va devoir me garantir sa responsabilité quant à tous ces aspects que vous venez d'évoquer, sécurité, confidentialité, intégrité des données, etc. Voilà. Je pense que le cloud, le RGPD, ce sont vraiment aujourd'hui des sujets de très forte actualité. Tout à fait, il y a vraiment des liens et c'est très important. Et en fait, le RGPD, c'est un premier pas parce qu'en fait, il y a une directive qui est sortie, une directive européenne, la directive Nice, qui va bien plus loin que ça et qui dit que on ne doit plus informer le client que pour des atteintes à la protection des données personnelles, mais pour des vulnérabilités de manière générale. Donc ça va encore bouger, donc ce règlement. Ça évolue tous les jours. Donc la fonction du DPO, de cette personne, justement, elle n'est pas finie d'être délimitée, en fait. Si. Il y a d'autres législations, c'est la législation qui évolue toujours, mais le règlement, lui, d'ailleurs, la petite différence, elle est un petit cours très très rapide, directive, règlement, une directive, elle se transposait, donc on avait 28 transpositions différentes de ce texte. Un règlement, lui, il s'impose aux 28 pays de l'Union européenne, enfin 27 et demi encore une fois. Mais ça, c'est une vraie différence. Je reviens sur les propos de Mourad avec les sous-traitants, c'est un point très très important. Et merci de l'avoir évoqué. Toutes les entreprises vont devoir, on a parlé du registre tout à l'heure, etc. Mais un point vraiment primordial, revoir tous leurs contrats avec leurs prestataires et leurs sous-traitants pour voir s'ils ont les sécurités juridiques, les clauses qui va les protéger, voir ce qu'ils imposent à leurs sous-traitants, parce que ces sous-traitants vont devoir, ça c'est nouveau,
Mourad a parlé de la co-responsabilité, mais ils vont devoir aussi tenir un registre des sous-traitants, donc leur propre registre que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les registres des traitements qu'ils ont pour chaque client. Et ça aussi, ça pourra être contrôlé par l'autorité de contrôle. Il faudra que ces prestataires, si Edouard, je ne lui souhaite pas, mais si dans le contrat avec la PME, si c'est Edouard qui s'occupe du cloud, on devra retrouver le fait que, bien, si jamais il y avait une faille de sécurité, le sous-traitant s'engage à en informer immédiatement son entreprise cliente, parce que l'entreprise cliente, elle, a l'obligation sous 72 heures de la survenance de l'événement, enfin de la survenance, non, du moment où elle est informée de cet événement, d'informer l'autorité de contrôle de la faille de sécurité. Donc vous voyez, le côté juridique est très très important. Merci. Avec des délais en plus oui. donc imposés. Et ce qui est important, c'est bien de voir qu'avant, on était responsable tout seul. Là, désormais, c'est toute une chaîne qui est responsable. Du plus petit maillon tout en bas de la chaîne jusqu'au client final qui doit être informé. Oui, ce que je voulais ajouter, on a beaucoup parlé du DPO tout à l'heure, du délégué à la protection des données, qui a un rôle essentiellement d'information. Mais en réalité, le rôle clé dans la gestion et l'administration des données personnelles de personnes physiques dans une entreprise, j'explique ça aux PME, c'est le responsable du traitement des données. Qu'est-ce que c'est qu'un responsable du traitement des données dans une entreprise? Bon, je prends le cas des PME. Bon, dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés, il y a en général le service informatique, etc., qui gère parfaitement ces aspects. Mais prenez une PME, des fichiers comprenant des données personnelles, il y en a plein partout. C'est des fichiers Excel, c'est des fichiers Word pour faire du publipostage. Donc, sachez que celui qui effectue l'opération de traitement, vous faites un publipostage, vous faites un traitement de données personnelles. C'est la personne qui est responsable devant la loi. C'est pas le délégué, c'est pas le DPO, c'est important. Donc ça veut dire aussi que dans les entreprises, il faut bien identifier, au travers d'un audit, par exemple, en premier lieu, qui fait quoi. Voilà, c'est important. Donc un chef d'entreprise aujourd'hui, le conseil que je donne pour une TPE de 10 personnes, a intérêt à identifier tous ces traitements et savoir qui fait quoi et à concentrer au moins et responsabiliser une personne. Voilà. Édouard? Et il faut bien voir en plus qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'en ont pas conscience qu'il va falloir faire ce travail. J'ai eu l'anecdote d'un cas où je discutais avec un fabricant de matériel qui m'a dit « Ah non, ne venez pas me parler de RGPD, ça ne me concerne pas du tout. » Et je lui ai dit « Ah non, mais vous vous trompez complètement. Vous avez un fichier de données à caractère personnel qui est votre fichier d'employé. » Et il m'a regardé en me disant « Ah oui, j'y avais pas pensé. » Oui, les traitements internes, bien évidemment, tout le monde est concerné. Donc nous, dans une démarche, là, comment faire là, concrètement pour inventorier ces fameux traitements. D'ailleurs, souvent, on confond outils et traitement. On ne va pas déclarer dans un registre un outil ou un logiciel. On déclare une finalité. Le pourquoi on collecte et on manipule les données. Donc nous, on appelle cela une revue initiale de conformité. Donc on va aller échanger, rencontrer les différents métiers de l'entreprise et c'est mon métier, notre métier, avec l'expertise d'aller inventorier ces fameux traitements. C'est la première étape. La seconde étape va être de désigner un DPO qui est là pour informer, mais surtout superviser la gouvernance du RGPD. C'est un métier, Florence, je le répète. Donc c'est un nouveau métier qui apparaît. Alors nouveau, oui, en quelque sorte. Même si on avait les correspondants informatique et liberté en France, mais même vis-à-vis de ces correspondants, c'est nouveau. Moi, je dis, c'est une évolution, en tout cas, de leur métier. Il va falloir les former, ces gens, je le disais tout à l'heure, et c'est pour ça, et avec des référents en entreprise, dont Mourad propose des formations, mais nous avons mis en place cette certification, encore une fois, avec Bureau Veritas. Alors, une formation pour devenir DPO, avec un organisme qualifié, c'est le cas d'Anaxil, c'est 6 jours, donc 2 fois 3 jours, ça vous prépare au métier. Vous passez ensuite un examen
qui est animé par Bureau Veritas. Si vous réussissez à cet examen, eh bien, vous pouvez être certifié. Et si en plus de ça, vous êtes adhérent de l'Union des DPO, on vous fournira donc certification plus adhésion égale une carte professionnelle que vous pourrez montrer à vos entreprises pour pouvoir vous distinguer de ceux qui n'ont pas été certifiés. Merci beaucoup. Alors, quelques infos du jour, et puis après, je vous repasse la parole pour un mot de conclusion si on a le temps, parce qu'il nous reste 3 minutes d'antenne. Donc, le scoop que je vous annonçais, c'est que le gouvernement va lancer la privatisation d'Aéroports de Paris, car il souhaite vendre l'intégralité de sa participation, soit 50,6% du capital, valorisé à 8,2 milliards d'euros, pour une exploitation entre 70 et 90 années, car en jeu notamment l'utilisation des 6600 hectares de Roissy et d'Orly, mais surtout les 412 hectares de réserves foncières. Une dizaine de candidats, vous imaginez, se bousculent. Les derniers arbitrages en cours seront présentés dans la loi Pacte. La loi Pacte, ça veut dire le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Ça sera présenté par Bruno Le Maire mi-avril. La loi comprendra un volet permettant à l'État de descendre sous le seuil de 50% du capital, ce que les textes actuels lui interdisent aujourd'hui. Aucun autre seuil de détention ne sera fixé, ce qui permet à l'État de se désengager même totalement. Elle va envoyer au Conseil d'État le vendredi 16 mars et sera présentée au Conseil des ministres le 18 avril prochain. Le vote à l'Assemblée nationale devrait intervenir à l'automne pour démarrer la privatisation fin 2018. Lorsqu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron optait déjà pour cette vision que l'État n'a pas besoin d'être propriétaire de ses infrastructures pour en exercer un contrôle étroit. L'État va de toute façon négocier un nouveau contrat de régulation quinquennale à partir de fin 2018, au moment où la privatisation débutera. Le français, alors, qui est aux portes? Qui attend? Eh bien sûr, le français Vinci, qui fait figure de favori, car il détient déjà 8% d'ADP, mais aussi l'italien Atlantia, déjà propriétaire de l'aéroport de Nice, ou l'espagnol Ferrovial, et les français Ardian ou Predica, le Crédit Agricole, ou la Caisse des dépôts du Québec, Marcari, GPI, c'est l'aéroport de Londres, ou encore IFM, non, c'est pas nous, c'est une autre société. Pour acheter une entreprise aussi chère, 16 milliards, ces candidats devront se regrouper en consortium. Dans son appel d'offres, l'État pourra imposer que le repreneur ait déjà une expérience dans la gestion des aéroports. Alors l'État va aussi vendre des parts dans la Française des Jeux et Engie, et cette loi préparée par Bruno Le Maire entérinera ainsi la privatisation de la Française des Jeux, dont il détient 72% aux côtés des associations d'anciens combattants, comme les Gueules Cassées par exemple, qui en ont 20%. L'État conserverait ainsi une participation comprise entre 25 à 35% afin de conserver un contrôle étroit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie tous les trois pour votre présence. L'équipe d'Isabelle Durand arrive pour la musique. On vous souhaite une très très belle journée et on retrouve dès demain matin. Ce sera Dominique Roland et Xavier Poupard pour Val d'Oise Technopole, et pour le Centre des Arts, venez nous écouter, ça va être très instructif. Désolé. Ça passe vite. Ça passe très vite. Je vous ai prévenu. Bon, ça mérite Ça passe super vite. une deuxième émission à Florence. Vous aviez peur que de ne pas avoir... Ça passe très très vite. Mais oui.